Gustavo, bonjour. Bonjour. Alors, j'avoue que vous m'étonnez un petit peu chez Dorval parce que vous dites, aujourd'hui, il faut s'adapter à l'optimisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop optimiste, qu'on déraisonne un petit peu? Quand on regarde l'environnement, on dit qu'au contraire, tous les feux sont au vert. On a une croissance mondiale, rien que pour parler d'économie, qui avoisine les 4%. Donc tout va bien. Absolument, non, c'est vrai que l'environnement est très très favorable aujourd'hui, 4% de croissance dans le monde, des taux d'intérêt réels quasiment nuls quand on prend les grands pays industrialisés, donc des conditions de financement très favorables et une croissance forte, c'est un mélange optimal pour les marchés financiers. Bah alors qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche quelque part, c'est que il y a un an et demi, lorsqu'on avait ce discours en disant attendez, la croissance va être beaucoup plus forte que ce que vous pensez, elle va accélérer, on est aujourd'hui au point bas de la croissance, que cette croissance va être synchronisée, qu'elle va toucher à toutes les grandes zones du monde simultanément, et même l'Europe. Alors qu'il y avait quand même beaucoup de pessimisme sur l'Europe. Oui, il y a un an et demi, on Il y a un an et demi, voilà, on riait sous le cap même, quand vous disiez ça. au lendemain du vote du Brexit, c'était le catastrophisme absolu sur l'Europe. Et en fait, simultanément, c'était le point bas en fait, du cycle mondial. Et donc, lorsqu'on défendait cette thèse, eh bien, on devait repousser en quelque sorte le consensus des analystes et des investisseurs qui n'étaient pas d'accord avec ce constat. Aujourd'hui, on a toujours le même constat, mais on a été rejoint par l'essentiel des investisseurs et le consensus aujourd'hui admet qu'il y a effectivement de la croissance et qu'elle est forte. Mais c'est ça qui vous embête, que finalement tout le monde se soit rallié à votre point de vue? C'est toujours plus facile sur les marchés financiers d'avoir raison contre le consensus que d'avoir raison avec l'ensemble du consensus. Pour une raison simple, c'est que les marchés sont faits à la marge, et une fois qu'ils intègrent l'ensemble des bonnes nouvelles et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cet environnement, eh bien, le potentiel de gain supplémentaire est plus faible. Alors quand vous dites qu'il faut s'adapter à l'optimisme, est-ce que ça signifie aussi implicitement que vous envisagez un certain nombre de risques? Et ma question c'est, si oui, de quelle nature? Alors forcément, il y a toute une série de risques qui apparaissent. Le premier risque, en quelque sorte, c'est l'euphorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va bien, l'environnement est très porteur, tout le monde le sait, et imaginons que la croissance qui est aujourd'hui de 4% aille à 4,5%, à 5%, c'est tout à fait possible, vu l'effet d'entraînement qu'on a aujourd'hui dans le monde. Eh bien, on pourrait avoir une euphorie sur les marchés financiers, et là, évidemment, les risques de correction derrière sont plus élevés. Est-ce que, justement, ce risque d'euphorie est d'autant plus aigu que la valorisation est un problème? Est-ce qu'elle est d'ores et déjà un problème? Aujourd'hui, ce qu'on constate en termes de valorisation sur les grandes bourses internationales, bon, d'abord, globalement, c'est avant tout un problème américain. Quand on regarde les grandes mesures de valorisation... Donc vous dites qu'il y a bien un problème aux États-Unis? Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une valorisation plutôt élevée aux États-Unis, effectivement, historiquement, dans les points les plus élevés historiques. On n'est pas au-dessus des valorisations du pic de 2000, au moment de la bulle Internet, mais enfin, quand même, on est à des niveaux élevés de valorisation lorsqu'on les mesure, par exemple, avec des P/E Shiller. Oui, d'ailleurs, on voit apparaître un graphique que j'ai extrait de l'une de vos présentations. On voit en effet le P/E Shiller du marché américain, mais pas que du marché américain. Sur ce graphique, on a également comparaison par rapport aux autres marchés. Exactement. Quand on regarde le MSCI Monde, qui est un indicateur des actions internationales hors États-Unis, on constate en fait, avec ces mesures du P/E Shiller, qu'on est à des niveaux tout à fait raisonnables. Évidemment, on n'est pas en 2009, on n'est pas non plus en 2011. Les valorisations sont bien plus élevées, mais elles ne sont pas du tout à des niveaux extravagants. Donc oui, il y a une valorisation élevée, notamment aux États-Unis. Ceci étant, elle n'est pas irrationnelle. L'environnement économique est très porteur. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a des croissances assez fortes en ce moment. Le taux de chômage est à 4%. On a très peu d'inflation, des taux d'intérêt finalement plutôt bas. Tout ça, c'est assez logique que ça s'accompagne plutôt d'une valorisation au-dessus de la moyenne. Donc il n'y a pas d'irrationalité dans ces niveaux de valorisation. Cependant, comme ils sont élevés, comme il y a un certain nombre d'investisseurs maintenant qui sont très optimistes, eh bien, le marché est plus asymétrique, c'est-à-dire que les mauvaises nouvelles ont plus d'impact négatif que les bonnes. Donc, vous craignez qu'à un moment donné, les investisseurs ne s'emballent et se mettent à acheter à tout va et fassent monter, là, pour le coup, les valorisations dans des domaines plutôt irrationnels.
enfin à des niveaux plutôt irrationnels. Exactement. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des bulles et pour qu'il y ait ce type de phénomène, il faut bien sûr des valorisations élevées, mais il faut aussi de l'euphorie. C'est-à-dire que l'histoire que les investisseurs se racontent devient de plus en plus exagérée. Alors bon, ok, c'est le premier risque que vous citez, mais est-ce que vous en omettez pas un autre, même deux autres, mais qui sont corrélés? Le premier, c'est celui d'un retour à l'inflation, de l'inflation. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent aujourd'hui dans la bouche de vos confrères. Et est-ce que ce risque ne pourrait pas aboutir à un autre risque, à la matérialisation d'un autre risque, c'est celui d'un déraillement de la politique monétaire, c'est-à-dire d'une erreur de politique monétaire? Alors, je crois la question de l'inflation est très importante, effectivement, notamment cette année. Pourtant, la surprise, c'est l'année dernière. L'année dernière, donc 2017, alors que tout le monde anticipait une accélération progressive de l'inflation, notamment aux États-Unis, ce qu'on a, c'est au contraire une baisse assez nette de l'inflation entre le mois de mars et l'été 2017. Une baisse que même la Réserve fédérale ne sait pas exactement expliquer. L'explication souvent apportée plutôt d'ordre technique ou temporaire, des effets temporaires sur l'inflation. Ceci étant, le débat est là. Il y a aujourd'hui aux États-Unis trop peu d'inflation par rapport aux attentes, notamment de la Réserve fédérale américaine. Alors évidemment, tout le monde aujourd'hui anticipe que l'inflation va accélérer. Ça serait la logique du cycle. Plus on s'approche de la fin de cycle, plus l'inflation commence à accélérer, la pression sur les salaires. Et tout ça, c'est ce que le consensus attend. Et on ne lutte pas contre cette idée. On comprend elle nous semble tout à fait logique. Mais ce qui nous semble quand même, c'est que les banques centrales vont plutôt accueillir favorablement une accélération de l'inflation. Une accélération de l'inflation aux États-Unis va dans le sens de la politique monétaire américaine. Donc ce n'est pas quelque chose contre laquelle elle veut lutter, c'est quelque chose qu'elle désire. Donc je ne crois pas que face à une accélération de l'inflation, même si elle est un peu plus rapide que ce qui est anticipé aujourd'hui, il y ait une surréaction de la Réserve fédérale américaine et que tout d'un coup, elle change son discours radicalement en disant « nous devons absolument faire ralentir l'économie américaine ». Je ne crois pas que c'est ça, que ce soit le risque le plus probable. Donc oui, l'inflation accélère, très bien, mais ça ne requiert pas une énorme surprise du côté de la Réserve fédérale. Et je dirais pour la Banque centrale européenne, c'est encore plus fort, puisque même en comptant une accélération raisonnable de l'inflation, on est encore loin de la cible officielle de la BCE. Bon, moi, ce que je retiens de tout ce que vous nous dites, tout-même, c'est l'environnement est plus compliqué, malgré tout, même si finalement on a un environnement très favorable. Aujourd'hui, maintenant que l'histoire est bien jouée, il faut faire un petit peu attention. Donc, le risque, vous l'avez évoqué, pour vous, c'est principalement donc, cette euphorie qui pourrait se répandre, se diffuser parmi les investisseurs et aboutir à des niveaux de survalorisation. Très bien. Mais il y a 1 an et demi, vous aviez une grande thématique, finalement. C'était la resynchronisation de l'économie mondiale et le fait que les actions européennes, parce qu'elles avaient beaucoup de retard, en seraient les principales bénéficiaires au plan financier. Pas forcément dans les comptes de résultats immédiatement, mais voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous restez avec une seule thématique ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, comme l'environnement est plus compliqué, il vaut mieux que je diversifie mon risque? Oui, absolument. Je crois que ça, c'est un point très important. Grosso modo, et je dirais même depuis 2012, depuis 2012, depuis ce fameux discours de Mario Draghi, vous savez, sur le whatever it takes sur l'euro, qui a un peu sauvé la zone euro. Depuis ce moment-là, notre idée a toujours été, les investisseurs négligent la zone euro, négligent d'abord la capacité de la BCE à faire redémarrer cette zone, et ensuite la capacité de cette zone à croître. Et donc, depuis toutes ces années, ça a été une des principales lignes directrices, c'était ça, la zone euro, et dans cette phase de reprise, et tout le monde, les investisseurs l'ignorent. Aujourd'hui, plus personne l'ignore. Je crois que c'est très clair. La croissance européenne est forte. Et même au-delà du potentiel. Au-delà du potentiel, au-delà de tout ce que les économistes pouvaient estimer, et même les économistes les plus pessimistes doivent admettre qu'il y a de la croissance. Mais même en France, on est capable de faire de la croissance. Donc, une fois que tout le monde est d'accord sur ça, on ne peut plus rester avec une seule grande idée. Il faut aller chercher d'autres idées. Et donc, au lieu d'avoir une seule grande idée, on en a plein de plus petites. Donc, on essaie de beaucoup plus diversifier nos portefeuilles. Alors, justement, quelles sont les grandes
thèmes d'investissement qui sont aujourd'hui présents dans vos portefeuilles d'allocation? Alors, on continue toujours à penser que l'Europe va faire bien. Il y a encore beaucoup de potentiel de rattrapage en Europe. Autant aux États-Unis, le taux de chômage est déjà très bas, hein, 4,1% de chômage aux États-Unis. Donc, il peut continuer à baisser, bien sûr, mais enfin, forcément, l'espace qui reste devant en termes de baisse du taux de chômage est plus limité. Autant en Europe, et notamment en Europe hors Allemagne, il y a énormément de place pour la croissance. Donc, Donc, ça serait l'Europe périphérique qui serait à privilégier dans vos portefeuilles, ou qui sera privilégiée dans vos portefeuilles. Une des thématiques importantes, c'est cette idée que la croissance mondiale est tellement forte qu'elle atteint même les zones les plus atrophiées, les plus difficiles d'accès, et ça, c'est l'Europe du Sud. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et je mettrais la France aussi en partie dans cette catégorie, où encore beaucoup d'investisseurs ne sont pas convaincus qu'ils soient capables de croître. Je crois que c'est là où on peut encore avoir un potentiel de surprise et donc une thématique intéressante. Et vous vous exposez à l'Europe du Sud au travers de quel type de titres? Des obligations, des actions? Alors justement, ça c'est une des complexités de l'Europe du Sud, c'est que quand on veut s'exposer spécifiquement à cette reprise économique dans l'Europe du Sud, il n'y a pas forcément les véhicules qu'on voudrait. Alors aujourd'hui, cette thématique-là, on l'a jouée essentiellement à travers des institutions financières qui bénéficient beaucoup justement de cette reprise domestique, de l'amélioration domestique, de la baisse du coût du risque dans ce secteur-là, dans ces économies-là, et puis également des obligations périphériques. Parce que on discutait tout à l'heure de la question de valorisation, de risque d'excès, mais s'il y a un endroit où on ne voit pas de complaisance, c'est précisément sur la dette périphérique. Quand on voit les spreads, donc l'écart de taux d'intérêt entre la dette italienne, par exemple, et la dette allemande, à long terme, on est encore à des niveaux assez élevés, hein, comparables à ce qu'on avait avant le début du plan d'achat de la BCE en 2015. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de complaisance de la part des investisseurs. Au contraire, on sent bien qu'il y a un stigma encore aujourd'hui, plusieurs années après la crise de 2011, il y a encore un stigma sur ces dettes souveraines des pays périphériques. Or, plus la croissance dans ces pays s'améliore, plus la soutenabilité des finances publiques s'améliore, plus évidemment cet écart de rendement va avoir tendance à se resserrer. Donc l'Europe du Sud particulièrement, reste à privilégier dans les portefeuilles, même si vous recentrez plutôt sur les actions d'institutions financières européennes et la dette souveraine périphérique. Je crois savoir que vous avez également accordé une place assez significative au monde émergent dans vos portefeuilles en ce début d'année. Pourquoi? Alors, je dis pourquoi, parce qu'on parle de plus en plus de ralentissement chinois, et que ça inquiète un petit peu. Alors, sur le ralentissement chinois, notre point de vue, c'est de dire, OK, la Chine va ralentir, c'est voulu d'ailleurs par les autorités chinoises, et alors? C'est plutôt une bonne nouvelle, en réalité, dans notre analyse. Pourquoi? La croissance mondiale, on l'a dit, elle est forte, et quelque part, cette force de la croissance mondiale secrète un peu ses anticorps, secrète un peu les propres éléments de son ralentissement, que sont l'inflation, la tension sur les matières premières, par exemple, qui sont des phénomènes de fin de cycle. Mais justement, une croissance chinoise qui ralentit, or la Chine, on sait, son rôle très important comme demandeur, comme acheteur de matières premières, mais le ralentissement chinois s'attend plutôt à réduire la pression, réduire la tension sur les matières premières, réduire la tension sur l'inflation globale, et donc laisser encore plus de temps, plus de distance à ce cycle. Donc en soi, le ralentissement chinois n'est pas... Ce qui vous intéresse dans le monde émergent, là, alors, parce qu'on perçoit souvent le monde émergent comme notamment un univers de producteurs de matières premières. On pourrait se dire le ralentissement chinois pénalise ses producteurs. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous abordez le monde émergent plutôt du côté de l'inflation, par le prisme de l'inflation, c'est ça? Absolument. Et ça, c'est le deuxième point, je pense, très important sur la question des émergents, c'est cette question de l'inflation. Les économies émergentes, en moyenne, ont eu leur point bas en 2016 également, et donc à partir de là, redémarrent en ligne avec le commerce mondial et avec l'ensemble du cycle international. Donc, il y a de la croissance aujourd'hui dans le monde émergent. Elle n'est pas aussi forte qu'elle a été dans la décennie passée, mais le point le plus intéressant, c'est qu'elle s'accompagne d'une désinflation très forte et qui semble s'installer, notamment dans les pays les plus inflationnistes historiquement, que sont en Amérique latine, donc le Brésil par exemple, avec des inflations quand même très inhabituelles dans cette économie, et surtout qui semblent s'installer dans la durée, une inflation inférieure à 4%, ou en Russie également, un pays habitué à des inflations
entre 8 et 10%, et qui se retrouvent avec une inflation à 2,5%. 2,5%, c'est quand même l'inflation anglaise. Donc on a des niveaux très bas d'inflation qui semblent s'installer. Or ça, c'est un changement majeur dans un certain nombre de pays émergents. Et cette histoire de désinflation, pour nous, elle n'est pas simplement conjoncturelle, elle est aussi structurelle. Et donc c'est quelque chose qu'on veut jouer dans la durée. Et que vous jouez au travers d'obligations ? Alors on les joue à la fois à travers des actions, avec des paniers d'actions thématiques d'entreprises sensibles à cette histoire de désinflation, sensibles à la baisse des taux d'intérêt réels. Et puis également, qui dit baisse de taux d'intérêt réels, dit bien sûr obligations. Donc il y a un certain nombre d'obligations de ces pays émergents qui nous intéressent. Et je rappelle simplement que les pays développés sortent aujourd'hui de plus de 20 ans de grands rallyes obligataires, d'une grande baisse structurelle, régulière des taux d'intérêt, avec un peu de volatilité bien sûr, mais la grande direction c'était ça. Et il nous semble qu'il y a un certain nombre de pays émergents qui rentrent dans cette même dynamique vertueuse aujourd'hui, qui va s'étendre dans la durée. Gustavo, merci. Merci.